Donc on va parler de la ville qui a été bâtie par et pour l'homme, et que la nature, pendant longtemps, a été tolérée. La nature a été longtemps tolérée dans les villes. Elle a même servi de ressource, comment dire, de compost. Vous savez qu'aujourd'hui, 30% de nos poubelles grises sont remplies de matière organique, et donc on brûle ou on enterre profondément de la matière organique au lieu de la transformer en terre. À côté de ça, nos espaces agricoles s'appauvrissent, l'érosion des sols est notamment due à la perte de cohésion moléculaire et la mort chimique, mort physique des sols. Vous voyez, quand on a des gros orages, que c'est en pente, les sols se mettent à traverser la route. Bon, ça c'est anormal. Il faudrait peut-être qu'un jour on se réveille. Et notamment, arrêter de faire brûler de la matière organique. Donc il y a des choses à faire en ville, il y a des choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, il nous reste des lambeaux. Des lambeaux de nature qui sont complètement artificialisés pour la grande partie. Et l'urbanisation, à l'échelle de la France, elle est de pas de 110 hectares par an, elle est de 110 000 hectares par an, j'ai oublié un facteur 1000, ce qui représente la ville de Berlin toutes les années, ce qui représente le département de la Savoie, de la Haute-Savoie tous les 5 ans et demi, mais ça c'est difficile à juger. Je vais vous dire chaque seconde ce que ça fait, c'est 27 mètres carrés par seconde. Voilà, 24 heures sur 24, 365 jours par an, la quantité de terre qui est détruite en France, sous les coups de boutoir des routes, des parkings, des complexes de cinéma, des supermarchés, Donc c'est nous, c'est pas eux, c'est nous. Ils le font parce qu'on y va. Donc on peut avoir une action aussi là-dessus. Donc il y a une demande sociale forte à côté de ça, aux côtés de la nature. Comment faire revenir la nature? Alors évidemment, traverser la nature, quand on parle de fragmentation des habitats, les espaces comme ça, et c'est un petit espace d'échangeurs autoroutiers qui est bien connu, parce qu'il a Fourvière, tout le monde le connaît en général, même les collègues nordistes, quand ils traversent la France, ils passent forcément par là. Donc on peut se dire que c'est un petit peu compliqué de passer d'un endroit à l'autre. Il y a bien pire, évidemment. Cela dit, vous savez, c'est paradoxal, et c'est aussi pour ça qu'on parle de biodiversité et de pollinisateurs en ville, c'est qu'il y a un contexte qui semble parfois un peu plus favorable à la nature, je répète, que l'agriculture conventionnelle extrêmement polluante. Évidemment, c'est pas du tout, on ne compare pas avec des espaces qui sont sauvages et qui sont de qualité. Alors pourquoi l'arrêt des pesticides a commencé dans certaines villes, Rennes, Besançon, Lyon, etc., depuis déjà de nombreuses années, c'est aujourd'hui réglementaire, depuis le 1er janvier 2017. Ce sera interdit au 1er janvier 2019 dans les jardins. Très bien, ça fait des efforts, sauf que tout ça, ça représente 10% des produits. Il nous en reste 90% dans l'agriculture, donc vous voyez que c'est pas, tout n'est pas gagné, mais il y a un contexte chimique intéressant. Il y a moins de travail du sol, on a changé les plantations au profit de vivaces, au profit de plantes de prairies naturelles, de plus en plus naturalisées, je reviendrai un petit peu là-dessus, et puis plus d'indigènes, notamment avec le végétal local. Donc là, je n'ai pas eu le temps de parler tout à l'heure du végétal local, donc j'en profite parce que maintenant personne ne va me prendre le micro. Végétal local, c'est super bien, c'est une bonne mesure pour avoir justement 12 régions pédogéographiques en France qui ont été séparées, dont des listes de plantes de milieux humides, de plantes de prairies et de plantes de haies ont été séparées, donc des listes régionales ont été faites, et l'idée c'est de recenser un certain nombre de fournisseurs qui ont ce label et donc qui sont allés récolter autour de leur production des graines qui les ont mis en culture et qui vous revendent ça. Très bien, mais la réponse la meilleure c'est celle qu'a donnée Serge, c'est-à-dire il suffit de récupérer des débris de fauche et d'ensemencer, comme le font certaines villes, et d'ensemencer une prairie naturellement avec la prairie la plus proche. C'est ça qui est important, c'est que la prairie doit être extrêmement proche, vous avez la même exposition, la même qualité de sol, la même hygrométrie, le même ensoleillement, bon bah parfait, ça marche tout seul. Donc dans les sols urbains, il y a quand même des terrains qui sont pollués, qui sont encore extrêmement perturbés, donc les émissions des automobiles, des chauffages, etc. Vous savez que pour arrêter l'ineptie du brûlage des végétaux dans les jardins, dans les espaces agricoles, parce que ça se fait encore, bien que ce soit interdit et que ce soit passible de 450 € d'amende, mais nul n'est censé ignorer la loi, et parfois les services qui sont censés la faire respecter ne le savent même pas. Quand vous leur dites, ils sont même pas au courant de ça. Bon, cela dit, 50 kilos de végétaux brûlés. Alors, je parle des chiffres des écolos, c'est l'ADEME qui donne ça. C'est une grosse brouette de végétaux brûlés. Ça représente en termes de pollution 9800 km de diesel moderne avec filtre antiparticules, ou bien 37 800 km d'essence. C'est-à-dire quand vous brûlez une brouette de végétaux, vous avez fait le tour de la Terre en voiture, en termes d'émissions de CO2, de CO, de NO, de NOx, de dioxine en général et des microparticules. Voilà, je pense que vous pouvez le dire à tous vos petits collègues qui font des micro-feux dans le jardin et peut-être revoir votre politique de barbecue. Bon, c'était juste un petit détail. Cela dit, la pollution lumineuse a été détaillée par Colin, c'est très bien. On a un terrain qui est aujourd'hui extrêmement morcelé et donc qui pose des véritables problèmes de transition des animaux. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous savez que les repères nocturnes naturels sont la Lune et les étoiles. Eh bien c'est ça qui se passe quand vous mettez de la lumière. C'est pas que vous attirez les insectes, vous dérangez l'orientation naturelle. Normalement un insecte, il a une lampe, c'est la Lune. Donc quand il veut voler en ligne droite, il garde un angle constant avec la Lune, et donc il fait à peu près, en suivant la courbure de la Terre, il fait à peu près une ligne droite. S'il veut changer, il règle cet angle-là.
Seulement, si la Lune, vous la prenez, que vous la mettez sur Terre, ça s'appelle un lampadaire de 500 watts, c'est plus fort que la Lune, c'est bien plus fort que la Lune. Donc vous le mettez sur Terre, et s'il veut aller tout droit, eh ben, vous avez vu qu'il fonce pas sur le lampadaire, mais qu'il fait des cercles concentriques. Et il finit par tomber sur la Lune. Voilà. Et une fois qu'il est tombé sur la Lune, bah, il ne bouge plus. Parce que voilà, c'est un peu compliqué de redécoller avec cette hyper-attractivité. Donc en fait, on perturbe le système d'orientation naturel des insectes. On a évidemment des insectes nocturnes et des insectes diurnes qui sont attirés par la lumière. Alors tout un tas de groupes que j'ai listés qui n'est pas du tout exhaustif. Mais on a donc une perturbation de l'orientation, de la reproduction, du repos, et le nôtre aussi, parce que la mélatonine se synthétise en conditions nocturnes complètes, c'est-à-dire qu'on a entendu combien 90% des gens, c'est ça qui est dit, un de vous trois, 90% des gens en France, ou 95%, qui dorment dans des conditions... Ah non, bon, je veux dire, on ne peut pas être en bonne santé, quoi. La mélatonine se synthétise dans le noir, donc il faut dormir dans le noir, absolument. La prédation intensive sous les lampadaires, alors les pipistrelles par exemple, qui viennent chasser, qui sont adaptés aux lampadaires, pas du tout le grand rhinolophe. Lui, vous mettez une ligne une grande chauve-souris, vous mettez une ligne de lampadaire, il ne la traverse plus. Il a son terrain de chasse d'un côté et son site de nidification de l'autre côté. Il va faire parfois 10 km pour contourner cette ligne. Donc voilà, ça peut intéresser certaines espèces ubiquistes qui sont adaptables aux conditions humaines, d'autres pas du tout, ça les défavorise complètement. Alors il y a la gêne sur la flore dont on n'a pas parlé, mais ça gêne la phase de reproduction et de croissance cellulaire qui a notamment lieu pendant la nuit. Puisque vous voyez bien, quand votre plante se dirige vers la fenêtre, c'est parce qu'en fait, c'est moins éclairé de ce côté. Et donc, elle va du côté de la lumière. Mais c'est la phase nocturne de croissance. La perturbation et l'ouverture de la fermeture de la corolle, donc c'est comme un problème, c'est juste sa fleur. Le retard de la chute des fleurs, parfois la pousse plus précoce des feuilles aussi. Et puis, ça pourrait favoriser un certain nombre de plantes adventices dans les labours et donc dans les zones d'agriculture urbaine et périurbaine. Voilà. Et évidemment, quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez une vision nette de ce lampadaire, mais vous voyez que c'est un gros tas d'insectes. Donc ça, multiplié par quelques centaines de millions de lampadaires, on peut se douter que ça commence à faire des choses. Alors en ville comme à la campagne, en Europe comme dans le reste du monde, c'est quoi les causes de destruction des espèces? Morcellement, destruction des habitats, ça a été dit, les pollutions industrielles, le changement climatique, l'introduction d'espèces envahissantes, et puis tous les délires humains, les trafics, surchasse, surpêche, les légendes, les exterminations, les croyances, les mythologies, et toutes les conneries qu'on peut encore faire au XXIe siècle qui sont complètement aberrantes, mais qui existent encore et qui ont un impact non négligeable. Alors en France, concrètement, ça donne ça. On a détruit entre 1,6 et 2 millions de kilomètres de haies. Alors juste pour vous rappeler, l'équateur fait 40 000, 40 000 kilomètres. Donc ça veut dire plusieurs dizaines de fois la Terre en kilométrage de haies qui ont été coupées en moins de 100 ans. 70% des zones humides ont été asséchées. On a détruit plusieurs millions d'hectares de prairies naturelles pour les transformer en prés d'embauche et faire de la viande de mauvaise qualité, mais pas cher, matin, midi et soir, pas de problème, on en est là, et donc la vitesse d'artificialisation des sols qui représente 27 mètres carrés par seconde, voilà l'état actuel de la France et de sa biodiversité en France. Donc si on lit ça aux causes principales identifiées de perturbation et de déclin de la biodiversité, c'est-à-dire l'amorcellement des habitats, la fragmentation des habitats, les pollutions, etc., ben on a les solutions. Il suffit d'inverser tout ça. Parce que c'est ça qu'on a perdu. Les bocages, c'est ça. C'est les biotopes les plus riches dans les milieux tempérés, c'est-à-dire des champs entourés de haies avec des points d'eau. Voilà. Ça, c'est les biotopes les plus riches dans les milieux tempérés. On les a saccagés. Les haies, c'est ça. C'est pas une ligne de cyprès, c'est pas une ligne de thuya, c'est des arbres qui montent à 15-20 mètres ou plus, c'est des arbustes, et ça c'est vraiment la strate qui manque de partout, mais je vais y revenir, c'est des plantes herbacées, et après c'est un champ si vous voulez, ou autre chose. Mais la stratification, une haie au sens urbanistique, c'est une ligne d'arbres, une haie au sens écologique, c'est une stratification de 4 strates, vous en avez que 3 puisque la 4e ne se voit pas, c'est la strate arborée, la strate arbustive, la strate herbacée, et au ras du sol on a la strate mucinale dans laquelle vous trouvez les mousses, les champignons, les pierriers, les mares, etc. Donc c'est les 4 strates. En sachant que le rôle hydrique, mécanique et biologique des haies est fondamental pour le maintien des espèces, pour l'irrigation de la pénétration de l'eau dans le sol, contrairement à ce qu'on apprend aux agriculteurs. Les agriculteurs coupent les arbres parce que ça pompe l'eau dans leurs champs. Mais c'est là les arbres qui font rentrer l'eau dans la terre. Vous avez vu que plus il pleut, plus les arbres sont grands. Vous aviez remarqué ça? Dans le Sahara, il ne pleut pas, jamais. Vous avez vu, il n'y a pas d'arbres. Bon, d'ailleurs, c'est le seul moyen pour faire arrêter le Sahara, c'est de planter des arbres. On le sait, ça fait 40 ans, moi, depuis gamin que j'entends ça, personne ne le fait. Alors on sait que ça marche. Le Cameroun l'a fait, ça marche très bien. Le Sénégal l'a fait. Hugues Mouret, excusez-moi, vous êtes à la moitié de votre intervention, là. Parfait. Non, je me méfie des parenthèses, c'est pour ça. Non, alors j'ai perdu ma parenthèse, là, du coup. C'était quoi? Le Sahara, il pleut pas. Oui, mais c'est important. Le Sahara, il pleut pas. La toundra, il pleut un peu plus. C'est un petit peu plus haut. Chez nous, il pleut pas mal. Vous avez vu, les arbres sont grands. Et en forêt tropicale, il pleut beaucoup. Les arbres, ils font 50 mètres de haut. Voilà. Donc, plus il pleut, plus il y a des arbres qui sont grands. Les arbres sont les seuls organismes de la planète capables de faire pénétrer l'eau dans le sol. Plus il y a d'eau, plus ils vont assurer leur boulot. Donc, il ne faut quand même pas négliger cette strate-là. Par contre, un petit focus sur les arbustes. Les arbustes, effectivement, manquent de partout. Ils manquent dans les jardins, ils manquent dans les espaces verts, ils manquent dans les villes. Et déplier un prunus en fleurs, pardon, dans l'autre sens, vous avez un arbre, un prunus, dépliez-le quand il est en fleurs, sur une surface au sol qui doit correspondre à 10 mètres carrés, vous avez 100 mètres carrés de fleurs.
Dire c'est beaucoup plus efficace en termes d'apport de nourriture que les prairies. Les prairies sont une strate indispensable. Mais si vous voulez fournir des quantités de fleurs pour les insectes, des quantités de fruits pour les oiseaux, c'est sur les arbustes qu'il faut vous focaliser, plus que sur les fleurs. Enfin, en tout cas, ne pas exclure les arbustes au profit uniquement des fleurs. Donc les zones humides, voilà, on voit là quelques types, les prairies naturelles, il existe encore des choses, les affleurements rocheux, enfin toutes ces choses, elles ont disparu, mais en ville. Et bien en ville, évidemment, la perte, la destruction et la fragmentation des habitats, elle est pire qu'ailleurs. L'horticulture, qui traditionnellement a importé des exotiques, a importé des cultivars, donc des formes modifiées, a produit un certain nombre de problématiques sur le nourrissage des espèces. D'ailleurs, il faudra qu'on parle du tilleul argenté, parce que le voilà, le tilleul argenté, donc Tilia tomentosa, sur lesquels il y a des suspicions de toxicité, même si une étude récente montre qu'il n'y a pas d'alcaloïdes dedans. Pour autant, on va, quand il est en fleurs dessous, et on trouve des milliers d'insectes morts chaque jour, essentiellement des bourdons, des abeilles de ruche, et selon la littérature, au moins 256 espèces d'insectes. Voilà, alors c'est peut-être une bonne raison pour arrêter au moins d'en planter, peut-être d'en couper quelques-uns, et de suivre scientifiquement la chose. Nous, on n'arrive pas à dégager de l'argent pour trouver du temps pour le faire, donc un appel aux collectivités. Si ce n'est pas les collectivités de chez nous, on veut bien monter ici pour le faire, parce qu'il y en a de partout, absolument de partout, ce truc-là. Alors cela dit, il existe aussi des cas de mortalité avec nos tilleuls indigènes, mais dans des cas bien particuliers de forte sécheresse, de stress hydrique, et donc c'est peut-être lié à ça, vu que c'est une espèce qui vit en région méditerranéenne plus chaude, plus sèche, ça pourrait être lié à ça. Alors rapidement, le programme Urban Bees avec tous ses financeurs et ses partenaires, voilà, je passe les dépôts officiels, on s'est installé en ville parce qu'on voulait donc faire un état des lieux sur la diversité, l'abondance des abeilles. Je vous prends cet exemple, vous allez voir pourquoi. Hein. La diversité, l'abondance des abeilles et les relations qu'ils entretenaient avec les fleurs, la flore sauvage, indigène, la flore cultivée, la flore modifiée, etc. Augmenter les habitats favorables, modifier les pratiques conventionnelles de gestion, mettre au point un plan et le valider et le diffuser, c'est le document que vous a montré Serge tout à l'heure, et puis sensibiliser différents publics. Voilà, ça c'était les objectifs. Voilà le Grand Lyon avec les sites qui ont été installés et un gradient écologique du semi-naturel à l'urbain. On a fait tout un tas, alors il y a une thèse qui a été menée pendant 3 ans par Laura, et puis on a fait tout un tas de suivis sur la faune, sur la flore du coin. Alors ça, super, je suis content qu'il y ait plusieurs personnes qui vous aient déjà montré des réseaux d'interaction plantes-insectes, ça m'évite de vous entendre bondir. Donc voilà un truc un petit peu compliqué, un petit peu plus affiné. En tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte que chaque plante n'a pas la même valeur. Je ne vais pas détailler tout ça, mais je vous la résume là-dedans. Voilà, si on prend les 6500 interactions, les 391 taxons végétaux et les 256 espèces d'abeilles qui ont été mesurées dans ce programme, et bien en fait, qu'est-ce qui... Mais c'est une évidence après coup. Hein. C'est toujours bien quand la science, elle montre des trucs, on se dit, mais ouais, en fait, on aurait pu s'en douter, quoi. Mais c'est bien, il faut avoir ces choses-là pour avoir de la valeur, et de la valeur notamment argumentaire et de données. C'est que les espèces les plus efficaces sont les espèces les plus communes en termes de maintien et de structuration des communautés d'abeilles. Voilà. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est qu'on ne va pas aller chercher les trucs rarissimes, c'est que ce qui est présent de partout, inévitablement, ça joue un rôle important pour une gamme large d'espèces. Alors voilà les grands hôtels qui ont été, donc on l'a largement décrié depuis, hein, ces hôtels ont maintenant 10 ans pratiquement, donc il ne faut plus refaire ça. Nous, on avait besoin de faire ça en grand pour systématiser et reproduire un certain nombre de choses, extraire un 8e des cages chaque hiver pour voir ce qui se passait en termes d'émergence, tester les expositions, les diamètres, les essences, etc. Bon, c'était des tests à grande échelle, mais il vaut mieux, comme ça a été dit, disperser des tout petits nichoirs un petit peu de partout. Donc voilà un exemple, un gros plan sur les bûches, sur les tiges creuses, sur l'aspect pédagogique avec des tubes en PVC, là, des tubes en pétrole, qui étaient bouchés, dans lesquels on a montré à un certain nombre de gens les osmies et d'autres bestioles qui ramenaient du pollen, voire qui pondaient. Et là, je le dis souvent dans les conférences, il y a peu de gens sur la planète qui ont vu un œuf sortir du ventre d'une abeille. Et ben nous, on l'a montré à des dizaines de personnes dans ces cas-là. Et c'est quand même toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà l'exemple d'un site avec les carrés de sol qui ont été testés, donc la nidification au sol où on ajoutait 25, 33 ou 50% de sable ou d'argile pour modifier un peu les conditions du sol. Et on testait donc les espèces terricoles, rupestres et les espèces colicoles. Voilà, ouais, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, un programme comme ça, qui est au départ un programme de démonstration, qui n'est pas un programme d'études, seulement on manquait tellement de données sur les abeilles, c'est qu'on a demandé à la Commission européenne de quand même mener des études. C'est pour ça qu'il y a une thèse qui a été menée sur cette action-là. Ça permet quand même des grosses actions de communication. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que vous voyez qu'à l'échelle du Grand Lyon, de la métropole de Lyon, alors là c'est en France et là c'est en Europe, mais là on est plutôt dans le Grand Lyon, vous voyez qu'on a touché quand même énormément de personnes. Donc en termes de sensibilisation, ça vaut le coup. Parfois il faut arrêter un petit peu les élus qui s'emballent et donc il faut requalifier un petit peu les choses. Par exemple, pour éviter que toutes les ruches soient évacuées des villes, quand on a dit qu'il existait probablement des raisons de concurrence entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques, donc ça a été largement évoqué tout à l'heure. Des aspects pédagogiques, pas inintéressants non plus, c'est du temps où les gens vont bricoler un petit truc et du coup l'avoir chez eux, pouvoir observer, pouvoir redécouvrir des choses qui étaient naturelles, qui étaient communes et qui étaient anodines et qu'aujourd'hui on n'a simplement plus idée. Donc des plans de construction, des ateliers de construction, etc. Donc voilà un petit panel de choses qui ont été construites avec de la récup, en animation, etc. Et qui
est juste un autre média pour faciliter l'observation de la nature, mais encore une fois, d'espèces ultra communes et ultra ubiquistes. Là-dedans, on va trouver, allez, pas 15 espèces. Il y en a 1000 en France. Et il y en a 80% qui nichent dans le sol. Donc ça, c'est pour faire joli. Hein, c'est de la com. On ne peut pas modifier une gestion, dire on va sauver les abeilles en mettant des hôtels abeilles. C'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire, nous, quand on nous demande, et on pourrait vendre plein d'hôtels. À Arthropologie, après ça, après Urban Biz, on aurait pu vendre plein d'hôtels. Moi, j'ai dit non, mais il est hors de question qu'on vende un seul hôtel. On installera un hôtel, si et seulement si vous acceptez une démarche pédagogique d'information après avoir modifié la gestion de votre commune. Si on met en place une gestion extensive, une gestion différenciée, à ce moment-là, nous, on veut bien que vous utilisiez notre com. Sinon, vous vous démerdez tout seul. Vous faites un hôtel et vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on ne veut pas participer à ça. Donc voilà, c'est notre côté militant. Une exposition internationale qui a tourné un petit peu de partout. Là, vous la retrouvez à Bruxelles, à l'IBGE, il y a 2 ans à peu près. Des documents techniques qui ont été produits, des documents scientifiques et de vulgarisation aussi qui ont été produits. Certains ont été cités tout à l'heure. Mais donc, comment on peut jouer là-dedans? C'est rétablir la mosaïque de milieu, rendre le gîte le couvert, donc ni plus ni moins que leur fournir un espace de nourriture adapté, des espèces indigènes, ça a largement été dit, une diversité florale et un étalement des fleurs, un accès à l'eau, de préférence non polluée, des espaces de refuge, des zones de matériaux pour la nidification. Le gîte et le couvert, c'est ça. Hein. Une urgence, reconstituer la mosaïque de milieux. On a arasé les milieux, on les a banalisés. Quand on casse un trou avec une bosse et qu'on fait un milieu plat, on a éliminé la bosse, le trou et éventuellement la cuvette. C'est-à-dire 3 milieux, on en fait un qui est banalisé et qui est commun partout. L'arasement des milieux, la destruction des haies, reproduit les mêmes milieux partout. Et du coup, les mêmes plantes s'installent partout. Et du coup, les mêmes animaux s'installent. Et on a un phénomène de banalisation à grande échelle contre lequel il est important d'agir. Alors, comment vous pouvez agir ici? C'est en jouant sur le fleurissement, le choix, l'origine, etc. Ça a été évoqué. La mise en place d'habitats favorables, la formation des agents, parce qu'il serait temps de les former à la connaissance de leur patrimoine naturel, qui puissent le relier au grand public, et assurer aussi une partie auprès du grand public. Une piste, évidemment, quelques pistes, c'est de retarder, limiter le nombre de fauches, laisser des zones en friche, laisser le bois mort et surtout connecter tous ces milieux, parce que sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Je passe sur celle-là, je vais juste vous montrer quelques exemples. Voilà, alors ça, c'est ce qu'il faut arrêter de faire. Ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement consommateur en eau. Enfin, peut-être, Tatiana ou les autres responsables d'espaces verts, vous avez des idées, mais quand vous comparez ça par rapport à une pleine terre, mais c'est 10, 20 fois plus de temps de travail au mètre carré. Ça n'a pas de sens. Encore pire quand on est à la sortie d'un village, que le mec, il faut qu'il fasse 5 minutes de tracteur pour venir l'arroser tous les jours en été, voire 2 fois par jour, sinon c'est mort. Donc je veux dire, stop, un moment, stop ce genre d'aberration. Ça, c'est magnifique, un travail incroyable. Mais c'est un travail d'artiste, c'est pas de la nature. Donc, c'est vraiment techniquement, surtout ça, hein, là, c'est un tableau, ça, c'est des plantes. Hein. Donc, incroyable. Seulement, c'est un tableau, c'est pas de la nature, c'est pas ça qu'on doit mettre. Et alors là, comment vous dire les prairies? On en a parlé, comment vous dire? Ça, c'est joli? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est des taches de couleur, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer pourquoi. C'est une catastrophe parce que voilà, ça, vous reconnaissez tous cette plante. Le bleuet, ok. Un bleuet, c'est comme ça au départ. Ça a une rangée de pétales. Seulement les artistes, ils sont passés par là, et les artistes, ils ont fait quoi? Ils ont fait ça. Avec 2 rangées de pétales. Mais ça, c'est que la version simplifiée, parce qu'ils nous ont fait aussi des roses. Puis ils nous ont fait aussi ça. Donc évidemment, quand vous avez un champ de ça, bah, vous n'avez pas un insecte qui s'en approche. Et s'il en approche, il perd 5 minutes à essayer de chercher l'accès aux pièces florales et aux pièces sexuelles, et il ne les trouve pas, donc il s'épuise pour rien, et il se tient. Par contre, votre bleuet, vous le voyez à 200 mètres. Donc qu'est-ce qu'on veut? Voir les fleurs à 200 mètres ou fournir des ressources alimentaires à nos espèces qui sont en train de disparaître à cause de notre gestion intensive. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, quand vous achetez des prairies nectarifères, des mélanges apicoles, des prairies mellifères, et seules les abeilles sont mellifères, l'abeille de ruche, les plantes ne sont jamais mellifères, mais enfin bon, ils vous les vendent sous le nom de prairies mellifères. Quand vous achetez ça, la plupart du temps, ce sont des exotiques. Ce sont des cultivars, des plantes modifiées à 2 ou 3 rangées de pétales, donc qui n'ont plus d'intérêt pour les insectes. Pour une part, ça peut être des invasifs. Et pour aller un petit peu plus loin, sachez que la plupart de ces plantes sont reproduites par les grands semenciers de la planète. C'est-à-dire que payer des jachères apicoles, vous ne rendez aucun service aux abeilles, au contraire, mais vous financez en sous-main les OGM, les produits, les pesticides et accessoirement les médicaments. Voilà, donc peut-être qu'il est temps de reprendre les choses en main, parce que les prairies naturelles, c'est ça. C'est pas si moche que ça, hein. Voilà, d'autres exemples. C'est pas si vilain que ça, hein. On pourrait s'en sortir. Et je finis par des exemples. On a travaillé dans des communes, pas mal. Pierre Bénite, son skatepark. Donc évidemment, la gestion, pourquoi vous faites ça? C'est pas une critique de Pierre Bénite, hein, c'est tout le monde. Hein. Et Pierre Bénite, d'ailleurs, a changé depuis quelques années. Mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on nous a appris à faire ça. Et pourquoi vous ne faites pas autrement? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Donc à un moment, c'est bien qu'on le dise aux agents, mais il faut qu'on arrive à convaincre la direction, il faut qu'on arrive à convaincre les élus, il faut qu'on communique auprès du grand public. Mais ça donne ça. Vous le voyez? Hop, et là, regardez la modification de la gestion. Tac. Bon, ça vaut le coup. Ça y est, j'ai fini dans 1 minute. Alors ça, on est
Parc de la Croix-Laval, je suis désolé, je sais qu'il y a un représentant dans la salle, mais ça, je pense qu'on peut le couper. Hein, ça, vous voyez, que des conifères, de la pelouse tondue et du cyprès. Magnifique. Alors qu'on va à Sainte-Foy-les-Lyons, eh ben, on trouve une haie basse taillée et une haie haute. Eh ben, c'est quoi? C'est du cornouiller, du fusain, de l'érable, du frêne. C'est tout de l'indigène. Ils ont fait de l'horticulture urbaine avec de l'indigène. C'est faisable et c'est pas si moche que ça. Par contre, ça remplit une vraie fonctionnalité. Les parkings, on peut les abandonner à la Chicorée, c'est pas grave, c'est super intéressant la Chicorée. Une prairie, alors on est dans le Grand Lyon, là, dans la métropole, Sainte-Foy-les-Lyons, à vol d'oiseau, on doit être à 7 km de la place Bellecour. Pont-Chabrol, à Cap-Craponne, un petit peu plus loin. Le parc de la Tête d'Or, une prairie qu'ils ont laissé monter lors du programme Urban Biz. Les parcs de la Croix-Laval, alors il y a bien mieux, regardez la prairie de Varennes, cette prairie qui était fauchée combien, 10, 15 fois par an avant, qui était toujours tondue. Regardez à quoi elle ressemble, il y a juste des chemins. Bon, bah, à faire ça, on maintient juste 98% de la ressource alimentaire. C'est pas négligeable. C'est pas 2%, 3%, 10%. C'est 98% avec des petits espaces dans lesquels on peut s'installer, vous voyez, pour pique-niquer, tout ça, à l'ombre ou au soleil. Bon, il reste quelques beaux cyprès dedans. Et puis, à côté de ça, on a une fauche tardive qui est assurée avec un couvert herbacé de 4-5 mètres, qui est là en permanence, qui est fauché à contre-saison. C'est-à-dire, quand ça s'est repoussé, on girobroie celui-là au printemps suivant. Donc, c'est possible dans des parcs urbains. On est à Rieux-la-Pape. C'est quand même pas connu pour ses prairies naturelles, Rieux-la-Pape. Regardez le boulevard de l'Europe, prairie de la Sermenaz. Ça donne ce genre de choses. On est en pleine ville. Derrière, c'est des barrières qui sont connues, je vous dis, des barres d'immeubles qui sont connus pour d'autres problématiques, quoi. Donc voilà, c'est possible, même en pleine ville. On est vraiment en pleine ville, dans un coin extrêmement urbanisé. Retour à Pierre-Bénite, en bord d'un parc, sur une allée centrale, au bord d'un parking. Ça, c'est juste une allée. Il l'attendait tout le temps. Et ben, finalement, il ne tombe qu'une petite partie. Vous voyez bien que le trèfle blanc qui se développe là-dedans, il ne se développe pas là-dedans. Il se développe sur une herbe tondue et piétinée, pas dans celle-là. Par contre, la sauge des prés et la vipérine se développent ici. Donc, on a encore 2 milieux dans un seul milieu. À Lyon, des petites plates-bandes avec des sédums. Ça ne coûte rien, mais c'est rempli de pollinisateurs. Les petits, évidemment. Le jardin d'Ivry de la Croix-Rousse, sur lequel on pourrait revenir avec les cosmos, les ignates, etc., où il restait encore quelques exotiques, cette photo a quelques années, mais l'idée, c'est de laisser un peu ces fouillis végétaux qui sont tout à fait sympathiques. Et je finirai par les MIF, hein, je ne dis pas les MILF, les MIF, les micro-implantations florales, qui sont, donc on découpe le béton, ces photos sont un petit peu vieilles, hein, elles ont été initiées notamment par Bernard Marais de la ville de Lyon, qui est à la retraite aujourd'hui, donc vous voyez, ils plantent des choses dans le béton. Bon, alors évidemment, sur la composition, on pourrait revenir sur les tabacs horticoles, etc. Mais bref, l'idée, elle est là, l'idée qu'on peut en mettre partout. Végétaliser les murs, végétaliser les toits, végétaliser les cimetières. C'est encore un des espaces dans lesquels on utilise des produits toxiques, les terrains de sport et les cimetières. Ça, c'est la tronche. Mais allez voir le cimetière de... Mince, j'ai oublié le nom. Il y en a un qui est... Gilles, le cimetière... Non, il y en a un autre... Non, il est dans votre... Niort, le cimetière de Niort, extraordinaire. Ça, de Souchet, exactement. Ça, c'est celui de la Tronche, à côté de Grenoble. Donc, vous voyez, c'est sympathique. Ça, c'est les personnages célèbres. Et les tombes qui sont toujours majestueuses parce que c'est un ancien maire, parce que c'est un donateur. Bah ouais, c'est super avec du sédum, ils ont juste rien à faire. Aucun entretien et c'est toujours fleuri. Alors, il y a des tombes individuelles qui donnent ce genre de choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelle place on va laisser pour les abeilles? Quelle place pour la biodiversité en ville? On doit mesurer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je le répète, hein, mesurer réellement chacun de nos gestes, chacun de nos projets, prendre nos responsabilités, solliciter les décideurs et les politiciens parce qu'ils sont responsables de ça. On a le droit et le devoir de les interpeller lorsqu'on n'est pas d'accord et de leur proposer un certain nombre de choses différentes. Donc concrètement, les espaces verts, ils peuvent faire quoi? Avoir une meilleure connaissance de la biodiversité. Il y a des gens qui sont susceptibles de vous aider, il existe des documents. Prendre la biodiversité comme un réel critère de sélection, au même titre que les périodes de fleurissement, les plates-bandes, les palettes végétales, etc. Créer et recréer des milieux fonctionnels, notamment dans le choix des essences et leur connectivité. Favoriser la biodiversité dans tout type d'espace et surtout la biodiversité ordinaire, c'est quand même ça qui est important. Proposer des alternatives efficaces, changer de regard, de pratique et accompagner les citoyens. Donc, concilier la biodiversité, on peut aussi la concilier avec la santé publique. Parce qu'au-delà de l'aspect récréatif, l'aspect esthétique ou l'aspect bien-être, on a une fonction régulatrice de température qui a été annoncée tout à l'heure. On a des services écosystémiques qui sont indispensables. Et ça, c'est indispensable simplement au bon fonctionnement de la planète. Et le bon fonctionnement de la planète, c'est ce qui assure notre santé. Alors pour terminer, je reciterai une nouvelle fois Robert Hénard, parce que ça y est, on y est. Il nous disait il y a 50 ans qu'un jour viendra, et plus tôt qu'on ne pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l'emprise sur la nature, mais à la quantité et la qualité, à l'étendue et à la sauvagerie de nature qu'elle laissera subsister. Moi, cette phrase, elle me donne des frissons. On y est, on y est. Rendez de la sauvagerie aux villes, vous revaloriserez vos espaces urbains. Je vous remercie.